messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le bilan de l'accident à Kaffrine qui s'alourdit. 5 morts, 72 blessés, dont 13 en état grave. Un camion en panne stationné sur la route nationale numéro 1 sans triangle de signalisation serait à l'origine de l'accident. Le directeur du commerce exclut une baisse du prix de l'oignon pour cette année. Omar Diallo justifie cette situation par une augmentation du prix sur le marché mondial. L'ONAS dénonce les agressions de son réseau par l'obstruction des canaux, par les ordures ménagères, des gravats plastiques et carcasses d'animaux. Son directeur, qui faisait face à la presse, annonce également un projet de réhabilitation du système des eaux pluviales à la zone de captage. Et puis le marché central de Ourossogui submergé par les eaux de pluie. Les commerçants, dans le désarroi total, interpellent le chef de l'État et les autorités locales. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. 5 morts, 72 blessés, dont 13 dans un état grave et 5 en réanimation. C'est le bilan de l'accident qui s'est produit tardant la nuit entre deux bus de transport à hauteur de Malem-Thirigne, dans le département de Malem-Hodar. Un camion en panne stationné sur la RN1 sans triangle de signalisation serait à l'origine de l'accident. Omar Ndiaye. Un accident d'une rare violence s'est produit cette nuit, un peu au-delà de 0 heure, entre les villages de Malem-Thirigne et Nyehen dans le département de Malem-Hodar. 4 morts sur le coup et plus de 60 blessés, dont l'un a succombé après son évacuation à l'hôpital Thierno Birahim Ndao. Nous avons reçu 23 blessés, dont un qu'on a perdu 30 minutes après le début de la prise en charge au niveau de l'hôpital. Toujours par rapport aux blessés, il y a 5 qui sont dans un cas très critique et les autres sont des blessés plus ou moins légers, donc ils sont en train d'être pris en charge actuellement dans nos services. L'origine de l'accident, un camion tombé en panne et qui avait stationné sur la route nationale sans triangle de signalisation. Heureusement, à cause d'un camion, je pense que vous le voyez là, à cause d'un camion, on a sacrifié des vies. C'est ça qu'on demande. Il faut que les chauffeurs soient respectueux du code de la route. Parce que nous sommes dans un endroit où vraiment la vitesse elle n'est pas du tout limitée. Et donc quand il y a un camion de ce tagabi-là qui tombe en panne, il faudra vraiment mettre des cônes pour baliser. C'est ce qui n'a pas été fait, c'est ce qui a créé cette catastrophe-là. Il y a eu 72 blessés. Ici, il y avait, au départ, on avait deux morts, les 2 chauffeurs. Ensuite, il y a eu 2 autres qui sont décédés ici, ça fait 4. Et quand on a amené les 72 blessés au niveau de l'hôpital, il y en a un qui est parti malheureusement, ça fait 5 morts. Et le chauffeur, notre chauffeur était coincé pour que les sapeurs-pompiers puissent l'extirper. Il a fallu passer à la découpe. Le choc frontal a envoyé un des véhicules percuter un arbre et il a été tellement violent que le volant de la voiture a été éjecté et projeté sur une quinzaine de mètres plus loin. Au total, 5 personnes ont perdu la vie, 5 autres sont en soins intensifs et une 60aine de blessés sont pris en charge dans différentes structures de santé. Et puis ce communiqué des avocats de François Mancabou, feu François Mancabou, maître Khourey Chiba et ses collègues signalent des appels intempestifs de personnes se présentant tour à tour comme des éléments des forces de défense et de sécurité ou comme des affidés de figures politiques connues qui ne cessent de perturber Madame Christine Collier, épouse du défunt et de ses proches parents, de son mari. Le pool d'avocats a déposé ainsi ce vendredi une plainte en bonne et due forme entre les mains du commissaire chef de la division de la cybercriminalité, de la cybersécurité plutôt, en lui fournissant les numéros des 2 puces les plus utilisées par les incriminés, en attendant les informations complémentaires en possession des plaignants. Et vous l'annoncez dans les titres, il ne faut pas s'attendre à une baisse du prix de l'oignon cette année. Contexte mondial oblige, avec une augmentation du prix de l'oignon sur le marché mondial. Face à la presse, le directeur du commerce intérieur est revenu également sur la spéculation notée sur le marché à tout bas. Compte rendu signé Fatou Bentou Conté et Diafaraba.
Les prix excessifs constatés sur l'oignon sont le fait de spéculateurs véreux qui appliquent des marges de 200%. C'est la révélation faite par le directeur du commerce intérieur qui annonce que les services de contrôle étaient sur le terrain hier et ont procédé à des saisies à Touba. Lorsqu'on a eu l'information, nous avons dépêché nos équipes à Darou Khoudoss. Hier, le chef du service régional du commerce de Diourbel et ses équipes de Bambey et de Baké ont fait une descente dans les marchés de Darou Khoudoss. Le pot d'oignons qu'ils ont trouvé sur place en train d'être vendu à pratiquement 1000 francs le kilo, voire 1500 francs le kilo, ils ont fait des saisies, ils ont vendu l'oignon sur place parce que le besoin était là, il fallait les couvrir. Cette situation est due à la phase de cohabitation qui amène parfois une raréfaction du produit pendant un certain temps. Et chaque année, cette période-là est une période assez difficile en termes de régulation. Parce que nous sommes entre le marteau de préserver la production locale pour qu'il n'y ait pas de mévente et l'enclume de l'insuffisance du marché, notamment pour l'ouverture des importations. Mais qu'on se le tienne pour dire, l'oignon sera cher sur le marché. Contexte mondial oblige. Aujourd'hui, il y a eu une vague de chaleur qui a traversé toute l'Europe pendant plus d'un mois et qui a négativement impacté la qualité des cultures d'oignons au niveau de la Hollande. Et aujourd'hui, les rendements sont tellement diminués que l'offre que la Hollande peut mettre à la disposition de l'export est en train d'être réduite. Donc nous aurons des difficultés pour trouver de l'oignon parce que jusqu'à l'année dernière, nous achetions le sac d'oignons au niveau de la Hollande entre 6 et 8 euros maximum. Mais aujourd'hui, les prix varient entre 14, 15 et même 16 euros. Ce qui a fini d'impacter aussi sur les prix auxquels nous aurons à acheter l'oignon au niveau intérieur. L'essentiel pour le directeur du commerce est que le marché soit bien approvisionné, surtout avec les grands événements qui se profilent à l'horizon, tels que le Magal de Touba ou le Gamou de Tivaouane. Conséquence de cette pénurie d'oignons et de l'augmentation du prix du kilogramme, les femmes à Thiès étalent leur galère. Le président régional de l'interprofession oignon, Alain Ndiaye, explique cela également par l'augmentation des frais de douane en ce qui concerne l'oignon importé. Cher Anta Diop, c'est la tire. Alain Ndiaye, le président régional de la filière oignon chargé de la communication interprofession oignon du Sénégal, au milieu de son magasin, reçoit des appels téléphoniques. Le code est bien compris. La commercialisation de l'oignon est devenue un véritable casse-tête. Le circuit de distribution est plombé, regrette-t-il. Soble bi dafa cher au niveau de Hollande. Espagne, wala lu mel ay Maroc. C'est ça que vous voyez viennent de la Hollande, de l'Espagne et du Maroc. Les frais de douane ont augmenté. Nous avions l'habitude d'acheter le sac de 25 kg à 8 euros. Maintenant, le sac coûte 13 euros. Ndax daaw ñoo ngi doon jënd ñun soble 8 euros ci sac de 25 kg bi ren ñu ngi koy jëndee 13 euros virgule et quelque ba pare douane bi ñëw teguwaat ci ak transport bi. Les prix de vente ont augmenté. Les femmes sont dans des difficultés. Cette dame qui n'a que ses yeux pour pleurer, elle est obligée de ramasser les oignons pourris. Le kilo d'oignons est vendu ici au marché central de Thiès à 1000 francs. On est tellement fatigué là, on ne peut même pas parler. On souffre. Et vous êtes venu pour ramasser les oignons pourris là? Wallahi, au nom de Dieu, pourris pour cuisiner. Qu'est-ce que je vais faire dans ma marmite? Je n'ai pas trouvé, je n'ai rien. Kilo oignon, 1000 francs. Huile, 1600. Comment on va faire? La vie est trop chère. Le président régional de la filière oignon précise cependant qu'il y aura une importante quantité d'oignons qui sera déployée sur le marché dans les prochaines heures. Autre aspect de l'actualité, sit-in des travailleurs de l'Institut sénégalais de recherche agronomique. C'était ce matin au centre de Bambey. Les chercheurs regrettent le départ massif de leurs collègues vers d'autres structures. Ils demandent une revalorisation de leur statut, plus des moyens pour la recherche. Ils menacent d'aller en grève si rien n'est fait. Explication, Babacar Diouf. La saignée est si importante que le peu de chercheurs encore en service à l'Institut sénégalais de recherche agronomique s'en émeut. Nous ne sommes plus nombreux. Tous les collègues sont partis. Ils sont partis monnayer leur savoir ailleurs. Nous sommes en sous-effectif. Si les collègues continuent à quitter, chaque mois, on entend qu'un collègue a quitté l'ISRA.
mais nous finirons par ne plus pouvoir remplir la mission qui est la nôtre. C'est la conséquence de la non-application de la volonté présidentielle, pensent ces chercheurs de l'ISRA. Au dernier conseil des ministres qui s'est tenu au mois de mars, et il avait donné instruction à monsieur le ministre de l'Agriculture, le professeur Moussa Baldé, de lui fournir ces textes dans les meilleurs délais. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas vu ces textes-là. Et la direction générale, je ne sais pas, en connivence avec le ministère, continue en tout cas à faire cette situation, à retarder tout. Elle sera lourde de conséquences si elle ne l'est déjà pas. Le Sénégal pourrait manquer le rendez-vous de l'autosuffisance alimentaire. La production des semences de pré-base. Si l'ISRA ne fait pas de semences de pré-base, c'est toute la chaîne de production de semences qui est compromise. C'est l'ISRA également de produire tous les vaccins qui sont utilisés pour la protection du cheptel. Mais c'est également à l'ISRA de définir les politiques agricoles nécessaires pour soutenir le développement rural de ce pays. Et vous savez que l'agriculture sénégalaise contribue jusqu'à 10% du produit intérieur brut. Comme partout dans les centres de l'ISRA au Sénégal, les chercheurs ont arboré des brassards rouges et promettent de passer à des jours de grève si rien n'est fait. À Rufisque, les acteurs de l'agriculture alertent sur les dangers de la loi sur les organismes génétiquement modifiés. Cette loi, votée à l'Assemblée nationale par les députés de la 13e législature, constitue un problème pour les exploitations familiales car il favorise les multinationales en plus d'être nocif pour la santé. Rufisque, des explications d'Abdou Diouf Diagne. La loi sur la biosécurité votée à l'Assemblée nationale le 3 juin continue de susciter le débat. Cette loi qui donne carte blanche aux multinationales constitue une menace pour les exploitations familiales selon ce consultant en agro-industrie. Si ces OGM entrent facilement dans ce pays, toutes ces exploitations qui nous nourrissaient depuis la nuit des temps vont disparaître. Alors il faut qu'aujourd'hui les députés qui ont voté ça puissent se ressaisir pour savoir à quoi sert cette nouvelle loi sur les OGM. Je rappelle, les OGM, d'après tous les techniciens internationaux ou les techniciens internationaux sont tombés d'accord que les OGM sont porteurs de cancer de l'utérus et même des fausses couches pour les femmes. Alors il faut décider qu'est-ce que nous voulons, une agriculture pérenne ou bien les multinationales qui vont entrer dans ce pays. À l'occurrence, je veux parler de la fondation Bill et Melinda Gates qui est en train de promouvoir les OGM en Afrique. Plus grave encore, selon Mamadou Alpha Diallo, la consommation des organismes génétiquement modifiés OGM favorise le développement des cancers. Et aujourd'hui, Bayer a acheté Monsanto. Bayer, c'est une industrie pharmaceutique et Monsanto, c'est une industrie qui fait les semences OGM. Monsanto provoque le cancer et Bayer soigne le cancer. Ne serait-ce que pour ça, les gens devraient se douter que cette loi n'est pas bonne pour l'humanité, que cette loi n'est pas faite pour une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Je veux parler de la biodiversité. Les députés de la prochaine Assemblée sont appelés à se saisir de cette question qui constitue un véritable problème de santé publique dont la loi a été votée en catimini par leurs prédécesseurs. À présent, cet arrêté du ministre de l'Intérieur portant recevabilité des listes de candidats pour l'élection des hauts conseillers du 4 septembre prochain sont déclarés recevables pour l'élection des hauts conseillers. Les listes de candidats annexées au présent arrêté et présentées par les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constitués et les entités regroupant des personnes. Il s'agit de BAM, Taré Sénégal, Bakel Émergent, Dental Sénégal Action Patriotique, Natangé Askanui, Parti républicain démocrate du Sénégal, PRDS, Pélital, Domou Tiwawan, And Soukali département de Birkilan, Boku Gis Gis Liguey, Benno Boku Yakar, And Dieuf PADS et Initiative pour une politique de développement IPD. Le présent arrêté donc sera enregistré, publié au journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Je vous l'annoncer également dans les titres de ce journal, les véritables problèmes de l'assainissement au Sénégal dévoilés par l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Face à la presse ce matin, le directeur pointe du doigt une agression du réseau de l'ONAS par l'obstruction des canaux, par des ordures ménagères, des gravats, plastiques et carcasses d'animaux. S'y ajoute, selon le DG, en engagement des réseaux des eaux usées par les eaux de pluie, mais aussi une urbanisation non contrôlée. Et pour la zone de captage impactée par les dernières pluies, il annonce un projet de réhabilitation du système des eaux pluviales. Alassane Ba, Alioune Diagne, compte rendu.
Des opérations de curage des canalisations, d'écrêtage des bassins de rétention et la maintenance des équipements ont débuté à Dakar en avril passé et dans les régions au mois de mai. Mais l'ONAS s'est vu confronté à plusieurs difficultés. Comme contrainte majeure, obstruction des canaux par les ordures ménagères, les gravats, les plastiques, carcasses d'animaux et le sable, avec le non-désemblement dont vivent des voiries. Et ça, on peut le noter évidemment, au niveau des marchés, dans les nouveaux chantiers. Comme contrainte aussi, on peut mettre en exergue les branchements clandestins dans les réseaux d'eau usée comme dans les réseaux eau pluviale. On peut citer au niveau de Ouest-Foire, au niveau de Ouakam, etc. Comme contrainte, on peut noter aussi l'engorgement des réseaux d'eau usée par les eaux pluviales. Le réseau devenant ainsi unitaire. Pourquoi? Parce que ouverture évidemment des regards et parfois aussi des branchements inappropriés, évidemment le plus souvent par les populations. Beaucoup de choses non souhaitées qui passent dans le réseau de l'ONAS, ce qui fait que les déclarations de bouchons par les usagers à travers la plateforme de l'office sont passées de 9 000 pendant la saison sèche à 15 000 pendant la saison des pluies. Ces contraintes imposent à l'ONAS d'augmenter ses moyens d'intervention pour soulager les populations. Qu'avec l'appui de l'État à travers son excellence monsieur le président de la République, l'ONAS a acquis récemment du matériel de curage et d'aspiration des boues de vidange, des véhicules de dépannage et d'entretien, voire même des véhicules d'inspection, du matériel de gestion des eaux pluviales, dont des motos à haut débit. Les habitants de la zone de captage ont souffert des dernières pluies. L'Office national de l'assainissement du Sénégal annonce de nouvelles mesures. En perspective, une étude est en cours pour une restructuration hydraulique et une réhabilitation du système des eaux pluviales de la zone de captage, qui va nous permettre de proposer dans les meilleurs délais un système adéquat, donc qui va prendre en compte un peu évidemment la problématique, donc la gestion des eaux pluviales au niveau de la zone de captage. L'ONAS invite tous les acteurs, plus particulièrement les collectivités territoriales, à s'investir dans la sensibilisation, le désensablement des voiries, la gestion des ordures ménagères, la veille et la sécurisation des ouvrages d'assainissement. Mise en œuvre du plan Orsec, le service d'hygiène a procédé au lancement des activités de désinfection et des insectisations. J'étais ce vendredi à la zone de captage dans cette localité où les inondations ont fait beaucoup de dégâts. Donc il est important de faire ce saupoudrage pour éviter certaines maladies selon le colonel Maodo Malik Diop, commandant de la brigade nationale du service d'hygiène, que je vous propose d'écouter au micro de Fatimata Touré et Maodo Diop. Nous allons faire des visites à domicile. Les gens ont même commencé à le faire. Et donc ces visites à domicile-là vont surtout servir à renforcer la sensibilisation, n'est-ce pas, des ménages sur les bonnes pratiques d'hygiène. Donc on va aussi essayer d'en profiter pour distribuer, n'est-ce pas, des kits d'hygiène afin d'améliorer vraiment ces conditions-là. Nous allons aussi procéder à des activités de désinfection des sites, en tout cas des maisons qui ont été inondées et dont les sapeurs, n'est-ce pas, ont pu évacuer, n'est-ce pas, les eaux. Ça, nous allons rentrer dans chaque maison, procéder à des désinfections, à des décontaminations, des désinfections et de la désinsectisation aussi, parce qu'il y a les moustiques et tout ça qui fait que, bon, vraiment, ce sont principalement ces activités-là que nous allons faire, la désinfection et la désinsectisation. Inondation au marché central de Ourossogui après l'incendie de juillet dernier. Les eaux de pluie sont venues envahir le plus grand marché de la région de Matam. Des commerçants qui peinent à joindre le maire de Ourossogui, toujours introuvable selon eux face à la presse. Ils interpellent le chef de l'État et les autorités locales. Ali Bandelnian. Ce sont des commerçants abattus par les dégâts causés par les fortes pluies qui faisaient face à la presse. Quelques semaines seulement après cet incendie qui avait ravagé une bonne partie du grand marché de Ourossogui, les inondations sont venues rendre les choses plus que compliquées. Des commerçants qui exigent de meilleures conditions de vie et même les 20 millions de francs du président de la République, annoncés par Maître Moussa Bokartia. Vous l'avez constaté. Il y a beaucoup de dégâts ce matin. Depuis ce matin, on est là. On est en train de dégager les bagages. Mais vraiment, depuis ce matin, on n'a rien vu venant du maire ou des autorités. Vraiment. J'ai appelé plusieurs fois depuis 7 h du matin. J'ai appelé le maire depuis 7 h du matin, mais il ne répond pas au téléphone. Vraiment, nous lançons un appel fort aux autorités pour qu'ils nous viennent en aide. Parce qu'on est vraiment fatigué. C'est du désastre total.
Au niveau du marché, il n'y a rien de réalisation venant du maire. Nous lançons un appel au président de la République pour qu'il nous vienne en aide. Surtout les sinistrés. Depuis lors, on n'a rien reçu venant de l'État ou de maire. Le maire même, il nous avait promis que le président a décaissé une somme de 20 millions. Mais les 20 millions là, je suis le secrétaire. On n'a rien reçu. Personne n'a rien reçu. Depuis ces fortes pluies enregistrées avec des pics de 147 mm par endroit, le marché de Ourossogui est sous les eaux. Au moment où le recensement des sinistrés se poursuit, les vendeuses ont leurs étals sous des eaux boueuses, une situation indescriptible de ce plus grand centre commercial de la région. Les bandes dernières. Et puis cette alerte de la Nassim qui informe d'une houle dangereuse et de vent fort à partir de ce samedi à 15h jusqu'au dimanche 21 août à 12h sur la côte grande, sur la grande côte plutôt, Dakar, Petite Côte et Casamance. Donc attention pour les pêcheurs qui vont en mer. Puis à Kédougou, l'hivernage qui avait démarré avec une bonne répartition des pluies a connu une subite pause pluviométrique ces 10 derniers jours. Une situation qui a entraîné l'apparition de chenilles légionnaires qui commencent à envahir les deuxièmes vagues de semis de maïs. Constat dans ce reportage signé Ibrahima Diabahaté. Avec un cumul de 609,5 mm en 27 jours de pluie, la situation pluviométrique est largement excédentaire comparée à celle de l'année dernière. Pour les premières et deuxièmes vagues de semis, le comportement des différentes spéculations est assez satisfaisant. Les premières vagues de semis sont actuellement bien développées. Pour le maïs, nous sommes déjà en phase de récolte pour les premiers semis du mois de mai. Et pour l'arachide, nous sommes en phase de gynéphorisation-floraison. Pour le maïs, pour les deuxièmes vagues, nous sommes en phase de développement végétatif. Même chose pour le sorgho et le fognon. Alors c'est une situation assez satisfaisante qui a été un peu entachée par quelques pauses pluviométriques constatées en fin juillet, début août, surtout dans la zone de Saraya. Seulement avec la pause pluviométrique notée ces 10 derniers jours, les chenilles légionnaires commencent déjà à envahir les champs de maïs. Ça devient chronique parce que chaque année, on constate la présence de la chenille légionnaire qui s'attaque au maïs et qui est réputée très dangereuse. Donc actuellement, c'est toujours présent, même au niveau de cette parcelle. On constate quelques pieds qui ont été dévorés par des chenilles. Mais n'empêche qu'à ce stade, les dégâts ne sont pas très importants. La reprise des pluies annoncées par l'ANACIM constitue une lueur d'espoir pour la plupart de ces maïsiculteurs, particulièrement ceux qui viennent à peine de terminer avec la troisième vague de semis. Voilà, c'était un reportage d'Ibrahima Diabahaté. Retour à Dakar avec les ex-travailleurs de la Sotrac Ama Sénégal et SIAS qui suspendent leur diète entamée depuis 28 jours pour exiger de l'État le paiement de leurs indemnités évaluées à plus de 13 milliards de francs CFA. Une suspension qui fait suite à la médiation du ministre du Travail sur instruction du chef de l'État. Écoutez plutôt les explications d'Elhadji Moustapha Diagne, membre du collectif interrogé par Ibrahima Kane et Mardian. Après maintes tentatives, toute forme de revendication, d'action et de revendication qu'on a eu à dérouler ici à Dakar, on n'a toujours pas eu de réponse ou en tout cas un geste de l'État qui est venu vers nous. C'est pourquoi, après maintes tentatives, des grèves de faim, des marches, des sit-ins, des points de presse et une deuxième grève de la faim, on est à notre troisième grève de la faim. On a fini par dire que en tout cas, cette fois, c'est la dernière fois. On va dans la mosquée, une mosquée que nous avons construite. Vous êtes ici à Dieuppeul. Cette mosquée est construite par des ex-agents de la Sotrac. Donc, on s'est réfugié là-dedans pour dire que plus jamais ça. Donc, l'État nous paye ou on ne sortira pas. C'était le mot d'ordre de grève. On est là pendant 28 jours pour revendiquer ces droits. Et voilà en fait que hier, le ministre du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, M. Sambassi est venu ici se présenter à nous avec une très forte délégation pour nous dire qu'il est venu sur instruction du président de la République, qui lui a demandé d'arrêter toutes ses activités pour venir à son nom nous dire qu'il nous demande de surseoir à ce mot d'ordre de grève de la faim
et puisqu'il est hors de ce pays jusqu'à son retour pour qu'il règle la situation et définitivement. La nouvelle équipe municipale de Djiddah Thiaroye Kao est en croisade contre l'insalubrité dans la commune. L'UCG et la mairie sont en phase pour la signature d'une convention de partenariat pour un renouveau urbain de la localité. Et écoutez Mamadou Gueye, le maire de Djiddah Thiaroye Kao, interrogé par Abdoulaye Anne. Une convention qu'on va signer incessamment, laquelle convention devra donner les orientations pour une propreté sans faille de la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Le programme Djiddah Set Wecc. Aujourd'hui, avec l'UCG, on a très bon espoir que ce programme-là sera une grande réussite. Aujourd'hui, M. le directeur général a donné des instructions claires mais fermes à ses services pour que ces services travaillent en intelligence et en collaboration avec les nôtres pour que Djiddah Thiaroye Kao connaissent une amélioration dans le traitement et dans la gestion des déchets. Dans notre comportement quotidien, nous intégrions les gestes qui doivent accompagner une propreté à tous les niveaux. Que la commune de Djiddah Thiaroye Kao serve d'étalon aux autres communes dans le sens de rendre la ville propre, mais peut-être une autre étape sera de rendre la ville verte. Accès à l'eau dans la commune de Malicounda, la municipalité a mis en service le forage de Ngongom. Ça, c'est à démarrer les travaux du château d'eau à Fandam. Plus de 7 villages de la commune vont pouvoir bénéficier du liquide précieux. Écoutez les explications du maire de Malicounda, interrogé par Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Nous sommes venus enfin aujourd'hui réceptionner de manière définitive le forage que se partagent les villages de Malicounda, Ngongom et de Sass, qui a une capacité de 150 mètres cubes, qui est un forage multivillage qui devrait pouvoir normalement desservir plus de 10 villages. Mais aujourd'hui, c'est seulement partagé entre Ngongom et Sass. Une infrastructure qui nous a coûté 172 millions de francs CFA au total, dépensés par la commune sur le fonds propre. Donc c'est dire tout simplement que nos populations, en tout cas, avaient ce besoin en eau. Certes, il y avait des forages, mais les forages qu'il y avait ici ne pouvaient plus, en tout cas, prendre en charge la population au vu de l'évolution démographique galopante de notre commune. Fandane aussi, pour le même scénario que Ngongom et Sass, on est en train de faire un château d'eau. Fandane a déjà un forage, mais le problème du château d'eau se posait dans la mesure où c'était une citerne posée à terre d'une capacité de 50 mètres cubes. On sait que le village s'est beaucoup agrandi et ça fait partie des villages qui vont être en tout cas les plus peuplés dans quelques années. Les forages que nous sommes en train de faire en Ngongom, Sass et Fandane nous ont coûté énormément d'argent. Beaucoup de ressources de la commune ont été utilisées pour ces forages. Et quand on sait que le président Macky Sall a réalisé au minimum 1000 forages à travers le Sénégal, on ne peut que lui tirer le chapeau parce qu'un forage coûte excessivement cher, un réseau coûte excessivement cher. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information tout de suite avec Binta Diallo pour la deuxième partie de Soir.